Bienvenue dans Décodeur, le podcast qui parle de celles et ceux qui font la déco aujourd'hui. Je m'appelle Hortense Leluc, je suis journaliste déco et à chaque nouvel épisode, j'invite à mon micro des pros de la déco. Ensemble, on peut parler savoir-faire, inspiration, tendance, actu, idées déco, envers du décor. Bref, on papote et on enregistre car ici, la déco, ça s'écoute. Si vous venez juste de découvrir cette émission, j'espère qu'elle vous plaira. Sachez qu'il y a déjà plus de 80 épisodes enregistrés avec de nombreuses personnalités passionnantes et plein d'autres formats aussi sur des thématiques bien précises. Pour suivre tout ça en photo, vous avez Instagram, bien sûr, @décodeur, et petite nouvelle, la newsletter. N'hésitez pas à vous abonner, à m'écrire, à partager, bref, à faire vivre ce podcast qui n'existerait pas sans votre fidélité. Allez, c'est parti. Les personnalités passionnées dans le monde de la déco, il y en a beaucoup. Mais je crois qu'avec Julien Seban, mon invité d'aujourd'hui, on ne va pas être déçu. Oui, je suis avec Julien Seban, créatif touche-à-tout de la nouvelle vague dont tout le monde parle en ce moment. Avec son collectif Uchronia, il multiplie les projets, qu'ils soient publics ou privés. Il vient bousculer les codes, chahuter les couleurs, soutenir les artisans et créer un nouveau style encore jamais vu où l'énergie créative semble sans limite. Mais que se cache-t-il derrière cette fantaisie ? On va le savoir tout de suite. Bonjour Julien. Bonjour. Je viens de le dire, tu as un univers qui est très fort, qui est très singulier. Ton travail, il ressemble à rien de ce qu'on pourrait peut-être connaître aujourd'hui. Est-ce que tu en es conscient de ça ? Oui, j'en suis complètement conscient. Enfin, du coup, maintenant qu'on vient nous voir pour des projets spécifiques, je comprends qu'on a une patte qui est différente des autres et c'est ça qui me plaît aussi. Et tu cherches justement à te démarquer ? Je cherche pas forcément à me démarquer. Après, moi, j'adore utiliser la couleur et je sens que jusqu'à présent, les gens avaient un peu peur d'utiliser la couleur, ce que nous, on fait énormément. Et donc, du coup, ça a fait que ça a créé notre patte, mais c'est pas juste pour moi une mode, c'est vraiment quelque chose qui me plaît beaucoup et que j'aime travailler. C'est ton univers. Exactement. Ouais. Et je disais aussi, on parle de vous comme le collectif Uchronia, on va revenir sur l'idée du collectif, comme la nouvelle génération, nouvelle vague, c'est un terme comme ça. Est-ce que tu sens que tu appartiens justement à cette nouvelle génération ou c'est un truc de journaliste ? Alors oui et non. Je trouve que les nouvelles générations à laquelle j'appartiens, elle essaie vraiment de casser les codes, ce que j'appelle du beige bouclé et d'un univers créatif très spécifique. Et je sens que d'autres créatifs que nous, avec qui je suis proche, on essaye vraiment de changer ça. Et du coup, c'est fait partie de cette nouvelle vague. Oui, enfin, je l'appellerai pas forcément comme ça, mais oui, je pense qu'aujourd'hui, il y a un renouveau créatif qui est assez important. Et tu l'appellerais comment ? Franchement, aucune idée. Moi, je pense que, surtout en France, c'est bien de faire bouger les carcans, de mettre en avant une nouvelle génération qui est la nôtre et d'arrêter de toujours mettre en avant les mêmes personnes qui ont un point de vue très spécifique. Et aujourd'hui, je pense que c'est important de mettre en avant l'artisanat, les jeunes, et c'est quelque chose qu'on fait très peu en France. Moi, j'ai une culture anglo-saxonne et c'est quelque chose que j'aimerais vraiment changer en France. Pourquoi tu crois qu'on le fait peu en France ? Parce qu'en France, on est très, hautain déjà. Et je trouve qu'en France, on laisse pas du tout la place aux jeunes. Les portes, elles se ferment beaucoup, ce qui n'est pas du tout le cas dans d'autres pays. Et c'est ce que vraiment j'essaye de changer. Moi, à l'agence, la plupart des gens qui sont à l'agence n'ont pas forcément travaillé autre part. Donc, je prends vachement des gens de mon équipe quand ils sortent de l'école. Et c'est quelque chose qui se fait très peu. Et vu que j'ai jamais travaillé dans une autre agence avant, j'essaye aussi de créer une agence qui soit alternative et qui se sépare des codes hyper classiques de l'architecture, ce qui fait nos différences aujourd'hui aussi, je pense. Il faut laisser la chance davantage aux gens. Il faut laisser la chance aux gens, complètement. Et de la même façon que jusqu'à il y a quelques années, on mettait pas du tout en avant les artisans. Moi, c'est un truc auquel je crois absolument pas. Tous les artisans avec lesquels je bosse, on les met vachement en avant, que ce soit sur Instagram, dans des articles, dans la presse, etc. Et c'est un truc qui manque vachement. Les artisans, c'est quand même eux qui créent les choses. Nous, on va dessiner derrière notre ordinateur ou derrière notre stylo. Les artisans, c'est eux qui vont fabriquer. Et du coup, ça fait partie de la même chose où moi, j'essaie vraiment de mettre en avant tous les gens avec lesquels je bosse.
Alors, comment tu définirais ton univers? Comment tu te présenterais là? D'habitude, c'est moi qui fais, mais là, toi, Bonne comment question. tu définirais? Même Moi, ton métier, comment tu te moi, mon présentes? métier, nous, on est une agence pluridisciplinaire. Et ça, c'est un élément aussi qui est très important chez nous. C'est-à-dire qu'on ne se cantonne pas à un type de projet. Je trouvais qu'il y avait un vrai problème où, quand on parlait des archis, on disait « Ah bah lui, c'est un archi déco qui fait que des appartements, que des hôtels, que des lieux privés, que des lieux publics. » Moi, j'en ai un peu marre de ça et je veux vraiment qu'on puisse faire tout type de projet. Donc, on peut faire des bijoux, du mobilier, des restaurants, des hôtels, des appartements, des boutiques de luxe, de la mode, enfin, plein de choses diverses et variées. Et c'est vraiment là-dessus, un des éléments les plus importants pour moi de Uchronia, c'est qu'on soit pluridisciplinaire et qu'on puisse s'attaquer à tout type de projet. Et ça, je pense qu'aujourd'hui, c'est pas du tout le cas dans beaucoup d'agences. Et en France, en règle générale, on m'a beaucoup critiqué là-dessus en me disant qu'il fallait que je me cantonne à un type de projet, ce que je veux vraiment pas faire. Quel est ton parcours? Comment est née cette aventure Uchronia? Moi, j'ai fait une partie de mes études en France avec Odile Deck à l'école spéciale d'architecture. Odile Deck, je sais pas si tu la connais, mais c'est une architecte française extraordinaire. Elle est partie de cette école et à ce moment-là, du coup, j'ai décidé aussi de quitter cette école. Elle m'a conseillé d'aller en Angleterre où tu as des très très bonnes écoles d'archi. Et du coup, j'ai été pris à la Architecture Association, qui est une école assez incroyable à Londres, où il y a eu par exemple Zaha Hadid qui a fait ses études là-bas, entre autres. Et pendant ces études, en fait, ils nous ont demandé... j'étais dans une... section un peu spéciale où ils te demandaient de définir le type de travail que tu souhaiterais faire après tes études. Donc pendant 3 ans, j'ai développé un procédé créatif. Au lieu de faire un projet d'architecture d'école très classique, du coup, je me suis penché sur le terme Uchronia, qui voulait dire un espace sans temps, et j'ai écrit ma thèse dessus. Et à la fin de mes études, du coup, quand j'ai commencé à travailler, je trouvais ça logique de continuer là-dessus et de créer du coup des espaces hyper colorés comme je le faisais déjà pendant mes études. Et du coup, Uchronia a commencé en 2016 pendant mon diplôme. Et quand j'ai fini mes études en 2018-2019, j'ai continué là-dessus. Et là, t'as quel âge, je peux te demander? Je viens d'avoir 30 ans. Joyeux anniversaire. Merci. Qu'est-ce qui t'a donné envie de faire ce métier? Moi, ce que j'aime dans le métier d'architecte, c'est qu'on peut toucher à tout. Donc, tu te sens architecte? Ah oui, complètement. Tu es architecte? Ah oui, complètement. Et ce que j'aime, c'est de pouvoir toucher à tout. C'est-à-dire qu'on puisse faire, je sais pas, un hôtel et une ligne de bijoux ou une ligne de luminaire, quoi. Ça, c'est vraiment, pour moi, le seul métier où on peut toucher à tout en restant architecte et aussi en étant légitime. Et quel type d'éducation t'as reçu pour te sentir comme ça? Tu parlais d'une certaine liberté ou d'une créativité comme ça débordante. Franchement, mes parents, ils sont médecins, donc je sais pas si j'ai eu une éducation très funky, mais dans ma famille, on est tous assez créatifs, moi et mes 2 sœurs. Mais après, non, je pense que mes parents, ils nous ont toujours soutenus. Et tant qu'on avait des bonnes notes à l'école, c'est ça qui les intéressait. Et donc, du coup, quand après le lycée, j'ai décidé de faire des études d'archi, ce qui a été le cas depuis assez longtemps, ils m'ont dit, tu dois juste essayer d'aller dans la meilleure école et après, tu verras. Et c'est l'école qui t'a appris à être ce que t'es aujourd'hui ou tu crois que c'est une question de personnalité? L'école. Enfin, moi, l'école en France, j'ai pas du tout... Enfin, pour plein de raisons, j'ai pas du tout apprécié. Et le système éducatif anglo-saxon, il est juste incroyable. C'est-à-dire que déjà, t'es pas jugé, t'as pas de notes. Donc du coup, tu vas pas avoir une mauvaise ou une bonne note. T'as pas vraiment d'examen. Et du coup, ils mettent en avant vraiment surtout ta créativité et ta personnalité. Et c'est ça que j'ai adoré. Du coup, ils te donnent des ailes, quoi. Ce qui n'est pas du tout le cas en France. Et c'est un problème que j'ai avec l'éducation en France, surtout dans les écoles d'archi, c'est que pendant toutes tes études, tu vas faire des projets qui sont impossibles à être réalisés. On va dire créer une tour de 500 logements ou des choses qui n'existent plus aujourd'hui. Et je trouve que c'est très détaché du monde de l'architecture d'aujourd'hui. C'est un vrai problème, du coup, je trouve, dans les écoles d'archi françaises. Les Anglais, de toute façon, dans l'absolu, ils sont quand même plus, comment on dirait, plus légers, plus ouverts. Exactement, à 100%. Et surtout, ils laissent vraiment ta part de créativité s'exprimer, qui n'est pas du tout le cas en France. Enfin, moi, je pourrais en parler beaucoup du système éducatif français. Il me pose vraiment un problème comparé. Dans ton domaine ou dans l'absolu même? Dans l'absolu, je connais pas forcément, mais dans mon domaine, vraiment, j'ai rencontré plein d'étudiants, du coup, de gens qui voulaient faire des stages ou qui sortaient d'études, etc. Et quand tu vois leur portfolio et leur façon de penser, elle est très détachée du monde actuel dans lequel on travaille. Et du coup, je trouve que c'est un vrai problème de pas entraîner des futurs architectes à faire leur métier. On n'a aucune connaissance du monde de la construction, de comment travailler après les études, de comment construire.
je sais pas, des réglementations de plein de choses. Et quand tu es étudiant, tu te rends pas compte de tout ça. Et du coup, quand tu arrives... Moi, pareil, du coup, quand j'ai commencé à travailler, vu que j'ai pas travaillé en agence, j'ai vraiment vu une vraie séparation entre les deux. Ce qui était un peu flippant, quoi. Tu te dis, tu as fait tout ça, tu as fait 5 ou 6 ans d'études, et à la fin, tu arrives et tu n'es même pas capable de construire un appartement, genre. Donc toi, tu t'es fait tout seul ? Bah oui, enfin, après, je connaissais pas mal de gens dans ce domaine, donc du coup, je demandais des conseils et des infos à droite et à gauche. Mais pour le coup, ouais, c'est assez dur de se lancer dans ce métier-là. Parce qu'il y a énormément de choses qu'on ne sait pas quand on a fini nos études, quoi. Donc il y a une certaine solidarité dans le milieu ? Ou pas En Angleterre, oui. En Angleterre, En oui. Angleterre, oui. En France, je suis moins sûr. Même beaucoup moins sûr. En Angleterre, ouais. Ben moi, déjà, il y avait tous les gens des promos précédentes que je connaissais. Il y avait mes profs qui sont aussi archi, donc je connaissais pas mal de monde. Alors, parle-nous du Cronia. Comment tu définirais une Cronia ? C'est une agence créative, comme tu dis, vous faites plein de projets et toi, tu es un peu à la tête, tu es le fondateur, mais tu mets énormément en avant ton équipe, vous êtes un collectif. Ouais, exactement. Bah, je mets en avant toute mon équipe et les gens avec lesquels on travaille en règle générale. Et je trouve ça, enfin, je sais pas, je trouve que dans les agences d'architecture, déjà de mettre son nom comme nom d'agence, moi, ça me posait vraiment problème parce que c'est pas... Enfin, quand on est une agence d'archistes, c'est pas moi le centre d'intérêt. Déjà, c'est nos clients. Mais c'est toi qui le fonde au début. Oui, bien sûr, mais c'est nos clients. Enfin, il y a plein de choses. Et moi, ce que j'aimais dans le terme Uchronia, c'était l'idée d'avoir un espace 100 ans, de créer un espace 100 ans. Et dans cette idée-là, du coup, de pouvoir créer des lieux qui sont intemporels. Et du coup, quand j'ai monté l'agence, je voulais vraiment garder ce nom-là. Et aussi, si demain je veux faire moi personnellement autre chose, de pouvoir garder mon nom pour faire autre chose, quoi. Oui. Uchronia, redis-nous, parce que tu nous parles d'un espace 100 ans, ça vient d'où Uchronia, c'est une utopie dans l'espace. Ça veut dire quoi une utopie dans l'espace ? Ça vient d'où ce terme ? Uchronia, t'as le terme chronos qui veut dire temps, et U qui veut du coup qui se met en amont de Uchronia. J'ai la définition dans mon ordi. Et c'est un terme qui existe depuis le XVIe siècle. Et en fait, quand je regardais plein de livres d'archi pendant mes études, je suis tombé sur ce terme qui m'a passionné. Et du coup, c'est comme ça que j'ai décidé d'utiliser ce nom-là pour 100 ans, c'est un peu hors du temps ? Ouais, exactement, hors du temps. C'est aussi, ça veut dire que c'est éternel. Enfin, on peut le prendre de mille et une façons. Et en fait, je trouve que moi, quand on fait un lieu, le meilleur compliment qu'on puisse nous dire, c'est d'avoir réussi à créer un lieu qui soit hors du temps, mais aussi un lieu qui soit dédié à la personne ou au lieu pour lequel on l'a fait. Et je trouve que c'est quelque chose qu'on oublie un peu en archi, c'est-à-dire que on fait pas un projet pour nous, mais on fait un projet pour un client. Et du coup, par exemple, quand on fait des appartements de particuliers où c'est assez précis, pour moi, le meilleur compliment qu'on puisse me faire, c'est que ce lieu, il ressemble à la personne pour qui on l'a fait. Ou que c'est pas, certes, c'est un lieu qui a été fait par un Uchronia, mais c'est surtout fait pour une personne. Et du coup, même quand tu vois les magazines, etc., tous les archis, ils ont des styles. Mais moi j'essaie quand même de faire des lieux qui sont tous très différents parce qu'ils doivent ressembler à la personne ou qui doit être dédié à une type de personne qui va être dedans, que ce soit un restaurant, un hôtel ou autre, quoi. Tu dirais pas que tu as une signature ? Pas forcément. Après, moi, j'adore le orange. J'essaye d'avoir du orange dans tous nos projets, mais sinon, je pense pas avoir une signature. Après, une signature, ça peut être travailler avec très souvent les mêmes artisans, ce qui est le cas chez nous. On travaille avec une dizaine d'artisans qui sont vraiment quasiment tous présents dans tous nos projets, que ce soit hôtellerie, restauration, appartement ou mobilier. Et je pense que ça, c'est aussi une signature. C'est-à-dire que tu vois les finitions, je sais pas, les murs, le mobilier évoluer dans chacun des projets, tout en gardant une patte qui est assez similaire, qui est liée au fait que ce soit les mêmes artisans avec lesquels on a travaillé. Les artisans et les savoir-faire locaux aussi, c'est important pour toi ? Super important. Là, justement, ce que je te disais avant, c'est que hier, on vient de finir un nouveau restaurant Forest Marseille, du coup à Marseille. Et l'idée de ce projet, c'était vraiment de faire appel à des artisans locaux. Donc pas que français, mais surtout dans le sud de la France. Donc du coup, on a travaillé notable à Cagnes-sur-Mer. Les luminaires, ils ont été faits à Valoris. On a fait des résines au sol. Les artisans étaient basés à Marseille. Et du coup, ça, je trouve que c'est hyper important de faire appel, surtout en France, à des artisans locaux. Parce qu'on ne se rend pas compte, mais on a tellement d'artisans en France. Et à chaque fois qu'on fait un projet différent, peu importe l'endroit où il est, je réalise que dans les régions dans lesquelles on va faire un projet, on va trouver des artisans locaux. Et ça, du coup, c'est génial. Mais c'est vrai qu'on ne se rend pas forcément compte. Je parle pour le grand public ou des auditeurs qui écouteraient. Il y a encore beaucoup d'artisans ?
Après, j'ai pas les chiffres exacts du tout, mais moi je trouve qu'il y a énormément d'artisans en France. Et qui savent répondre à tes demandes. Exactement, et surtout qui sont souvent moins chers que de grands éditeurs, pas de tissus, mais de grands éditeurs de mobilier ou autres. Et au final, en France, on a cette chance-là qui est extraordinaire. Et je le vois sur les chantiers dans lesquels on fait. Ils ont vraiment envie de faire la différence pour moi entre un artisan et une usine ou autre, c'est qu'un artisan, il veut faire que des projets sur mesure. Ce qui nous intéresse vachement, du coup, parce qu'ils ne veulent pas refaire 2 fois la même chose. Et du coup, quand tu fais appel à ces artisans-là, ils sont hyper contents parce que c'est des projets créatifs qui changent et aussi qui sont à des échelles relativement réduites. Que ce soit pour un hôtel ou un restaurant, je sais pas, tu vas faire une centaine de tables. Et ben, si tu en proposes 4 types de tables, l'artisan, il va être super content de pouvoir développer ça, sachant que derrière lui, tu vas pouvoir continuer à travailler avec lui, mais dans d'autres projets, lui demander des choses complètement différentes. Et c'est ça aussi que je trouve les artisans avec lesquels on travaille, ça les passionne aussi vachement de travailler de cette façon-là. Comment tu les trouves ? C'est un gros boulot, ça, j'imagine. Oui et non. Après, franchement, maintenant, on travaille beaucoup avec les mêmes artisans. Donc, du coup, et surtout, c'est beaucoup de bouche à oreille. Il y a pas mal de gens qui nous contactent. On a cette chance-là aussi parce que, du coup, vu qu'on a travaillé avec beaucoup d'artisans, on a mis pas mal d'artisans en avant. Il y en a plein d'autres qui nous contactent. Et après, sinon, c'est du bouche à oreille. Quand je parle avec un artisan, maintenant, on développe beaucoup la lave émaillée. J'ai regardé énormément d'artisans qui font de la lave émaillée en France. J'en avais pas trouvé un avec lequel ça fonctionnait vraiment. Et du coup, j'ai demandé à d'autres artisans que je connaissais, ils m'en ont conseillé un avec qui ils avaient déjà bossé. Et du coup, maintenant, on travaille avec lui. Quels sont tes matériaux de prédilection ? Tu parles de la lave émaillée, par exemple. Nous, on travaille beaucoup les résines. Donc, on essaie de développer les résines naturelles à fond. Donc, les résines, on les fait à Paris avec Atelier Casus. Et on a une collection de mobilier qui est dédiée aux résines. Qu'est-ce que c'est la résine ? Juste petite parenthèse. Alors, pour les auditeurs, ce qu'on peut penser un peu plastoc. Alors, la résine, oui. Alors, la résine, ça fait très plastoc. Nous, la façon dont on utilise la résine, c'est qu'on va la couler sur du mobilier. Et on utilise déjà des pigments naturels. Et en fait, on utilise une résine qui est un espèce de bioplastique, du coup, qui n'abîme pas la planète, qui utilise des éléments recyclés. Et du coup, on peut faire vraiment ce qu'on veut avec la résine. Moi, c'est ça qui me plaît. Donc, les couleurs, les effets de texture, les motifs. Et du coup, on travaille vachement ça. Et d'ailleurs, on présente pour le salon Révélation tout un projet avec Atelier Casus au mois de juin. Donc ça, c'est une grosse partie des éléments qu'on fait. On travaille aussi pas mal le raku avec Fabienne Losti. Le raku, c'est une technique qui existe depuis le XVIe siècle, une technique japonaise. Du coup, c'est un procédé de céramique qui va être chauffé au four 2 fois. Et c'est qu'à la 2e fois où la pièce va être chauffée que les craquelures vont apparaître. Ce qui est cool, c'est que les craquelures, elles sont complètement aléatoires. Et la matière raku est une matière où tu peux vraiment faire soit des couleurs très classiques. Donc le raku, on a l'habitude de le voir en beige, mais on peut aussi travailler des dégradés de 1001 façons. Et du coup, ça permet de faire des objets qui sont vraiment uniques. Et pour la petite histoire, le raku, c'était surtout utilisé au Japon pour faire des tasses. Et maintenant, on peut l'utiliser de 1001 façons. La lave émaillée, c'est assez chouette. C'est des grands blocs de lave qui vont être émaillés de la même façon qu'on va émailler un carrelage ou autre, sauf qu'on va avoir vraiment une texture qui rappelle la lave, c'est-à-dire extrêmement poreuse et rugueuse. La lave, elle vient d'où ? La lave, elle vient d'Italie. Et du coup, c'est assez chouette parce que c'est une matière 100% naturelle. Et encore une fois, l'émaillage, donc les émaux qu'on utilise sont aussi naturels. Un autre élément que j'aime beaucoup travailler aussi, c'est le stuc marbre. Le stuc marbre, c'est une technique qui est extrêmement ancienne, qui ne nécessite aucune chauffe, c'est-à-dire qu'on ne va pas la mettre dans un four, elle nécessite aucune électricité, donc du coup c'est vachement écolo. Le stuc marbre, c'est un mélange de plâtre et de pigments naturels qu'on va mélanger un peu comme de la pâte à modeler. Et du coup, en fait, on va les placer dans un moule qu'on va laisser sécher. Et après, on va avoir des heures et des heures de ponçage pour des résultats assez incroyables. Et ce qui est marrant, en fait, c'est que le stuc marbre, c'était utilisé précédemment beaucoup pour faire du faux marbre. Donc, dans tous les immeubles haussmanniens, toutes les colonnes que tu vois dans les immeubles haussmanniens ou les décors sur les murs, c'est du stuc marbre. Donc, le stuc marbre, c'est vraiment utilisé pour faire du faux marbre. Et nous, aujourd'hui, on l'utilise pour faire du mobilier. Et ce qui est génial avec le stuc marbre, c'est que tu peux l'utiliser dans son entièreté. C'est-à-dire que tu peux faire un moule de mobilier complet.
Et du coup, si tu vas avoir un problème sur ton stuc marbre, tu peux toujours le reponcer. Donc du coup, c'est assez chouette parce que vu que c'est vraiment dans la masse, tu peux vraiment faire ce que tu veux. Qu'est-ce qu'on fait d'autre de sympa? On travaille aussi pas mal le verre recyclé surtout. Donc en fait, il y a beaucoup de boîtes aujourd'hui qui recyclent le verre, qui vont le recouler, rajouter des pigments et du coup utiliser tous ces restes de verre qui sont juste colossales. C'est-à-dire que dès qu'on recycle, en fait, dès qu'on met notre verre, donc nos bouteilles en verre, ou enfin tout ce qu'on va mettre à recycler dans la partie verre, ça peut être vraiment aujourd'hui recyclé et réutilisé comme une nouvelle matière. Et du coup, on peut en faire des plateaux de table, des luminaires, des vitraux, enfin des choses diverses et variées. Et du coup, à l'agence, on essaye vachement d'utiliser ces nouvelles matières qui sont déjà, je trouve, hyper belles, moins chères que d'autres matières. Et les personnes souvent qui se lancent dans ces paris-là ont vraiment envie de développer des nouvelles choses. Et c'est ça qui m'intéresse, c'est du coup, tu travailles avec des gens passionnés qui ont envie de faire plein de choses avec toi. Et tu les utilises pour tes chantiers, mais tu as aussi développé, toi, ta propre ligne de mobilier. Donc Tout ça, à c'est fait. encore une nouvelle corde à ton arc. Tout à fait. On a commencé en fin 2021. Pour la Design Week, on nous a proposé de faire une exposition par un Design Week. Et du coup, on a présenté du mobilier qui appartenait à nos clients. Et du coup, ça a assez bien fonctionné. Et on s'est lancé dans l'édition de mobilier. Et du coup, à chaque fois qu'on fait des nouvelles pièces, elles rentrent en collection. On a un petit showroom au bureau et on fait des expositions tous les 6 mois. Donc au mois de janvier, on avait fait une exposition avec la Maison Prel, qui est une manufacture de tissus de soierie lyonnaise. Et du coup, tous les 6 mois, on essaye de présenter quelque chose de nouveau dans notre collection de mobilier, ce qui nous fait une actualité et surtout ce qui nous permet de développer toujours des nouveaux artisanats et de nouvelles pièces. Ouais. Tu travailles aussi beaucoup avec des éléments recyclés. Tout à fait. C'est important. C'est hyper important et en fait, on a une chance qui est incroyable, je trouve, aujourd'hui, c'est qu'il y a énormément de nouvelles boîtes d'artisanat qui se construisent autour d'éléments recyclés. Donc tu vas avoir quelque chose qu'on recycle énormément, ça va être les frigos. Donc là, ici au bureau, on a une table qui est recyclée et qui est faite à partir de frigos. C'est quoi un frigo, un frigidaire? Un frigidaire, ouais. Toute la partie plastique va être recyclée et l'artiste s'appelle Dirk van der Kooi et lui s'est spécialisé là-dedans. Aujourd'hui, il y a pas mal de boîtes françaises qui vont faire du plastique recyclé, mais aussi des biomatières. Donc nous, on travaille avec Fabrique. Eux, c'est une boîte assez cool qui vont recycler des vêtements pour en créer du coup ces grosses briques que tu peux utiliser pour faire du petit mobilier. Et après, il y a cette nouvelle boîte qui est assez cool, qui va utiliser des éléments naturels pour en faire des micro-terrazzo. Et du coup, celui que tu as, c'est fait à base d'huîtres ou de... Qu'est-ce que ça peut être, ça? Des coquilles de... Des coquilles... De moules? Ouais, de moules, voilà. Enfin, Non, on dirait. Oui, t'as moules, t'as huîtres. Enfin, t'as énormément d'éléments, du coup, qui sont utilisés pour faire ce micro-terrazzo. Tu as aussi... je suis en train de voir dans notre petit échantillonnage de choses qu'on a au bureau en recyclé. Est-ce que c'est pas aussi, on parlait de la nouvelle génération, vous êtes un peu plus écolo? Alors moi, je suis pas écolo, mais non, je suis tu vois ce que je veux responsable. dire. Ouais, oui, responsable. Oui, à chaque fois je dis écolo, c'est Je ridicule. trouve que c'est hyper important, en fait, le côté responsable, il est hyper important. Et en fait, aujourd'hui, on a cette chance d'avoir des nouvelles matières qui sont incroyables. Enfin, par exemple, si je reprends du coup Magma, qui est cette boîte qui fait du verre recyclé, ce n'est que mon goût personnel, je trouve ça sublime. Donc, en fait, au-delà, tu vois les transparences qui sont assez incroyables. Au-delà de se dire qu'on veut travailler des matières écolo ou recyclées, c'est aussi des questions esthétiques. C'est qu'aujourd'hui, les matières recyclées sont vraiment... Enfin, t'en as qui sont vraiment extrêmement belles. Et aussi, un autre point qui n'est pas négligeable, c'est que souvent, ces nouvelles boîtes qui travaillent des matières, du coup, écologiques, ont des prix qui sont beaucoup, beaucoup moins élevés que de travailler du marbre, du travertin ou d'autres matières naturelles. Donc, moi, je dis pourquoi s'en priver. Tout a commencé un peu à l'été 2019. Le premier projet de restaurant, c'était Créature sur le toit des Galeries Lafayette. Après, tu as vraiment enchaîné, que ce soit de l'archi, des installations artistiques, de la conception graphique, des projets publics, privés. Comment tu abordes chaque projet ? Quel est ton procédé ? C'est toujours un peu la question, mais comment tu abordes un chantier ?
Alors moi déjà, quand on choisit un projet, on essaye de faire des projets qu'on n'a jamais fait précédemment. Donc par exemple, si on parle de restaurant, on essaye toujours, dans les projets qu'on va choisir, de faire des restaurants qui sont tous différents. Donc que ça soit un thème, un restaurant extérieur, intérieur, un thème, donc que ça soit un bar, un restaurant japonais, un fast-food, peu importe. Donc déjà, à la base de la créativité, on va choisir le projet. Et c'est vraiment, j'ai pas peur de le dire, qu'on choisit vraiment les projets avec lesquels on va travailler. C'est-à-dire qu'on peut avoir plein de propositions, mais je trouve que dans ce métier, c'est hyper important de savoir avec qui tu vas travailler. Et du coup, le feeling avec la personne avec laquelle tu vas travailler est extrêmement important. Parce que du coup, tu vas avoir un client qui va venir avec un cahier des charges précis ou pas précis. Mais pour moi, le plus important, ça va être le feeling au premier abord. Et surtout aussi de comprendre ce que la personne veut, mais aussi ce que la personne aime chez toi. Donc du coup, quand on va avoir un nouveau client qui va venir, on va vraiment lui poser la question de ce qu'il a aimé chez nous ou ce qu'il n'a pas aimé et ce que la personne souhaite avoir dans son lieu, dans son appartement ou autre. Et du coup, par exemple, on a un de nos clients qui est venu et qui nous a dit, aujourd'hui ça se fait beaucoup, je veux que mon lieu soit hyper éco-responsable avec des matières qui respectent l'environnement, etc. Et du coup, quand tu parles de ce précepte-là, pour nous, c'est beaucoup plus facile de travailler parce qu'on sait qu'on va sourcer des matières hyper spécifiques. Donc j'aime bien aussi ce genre de challenge-là, où quand tu vas faire un appartement pour, je sais pas, une bijoutière par exemple, ce qui nous est déjà arrivé. La nana, elle travaillait dans le monde du bijou, de la haute joaillerie. Elle nous a dit, moi j'aimerais bien que mon appartement ressemble à mon univers. Et du coup, on a travaillé pas mal de matières qui ressemblaient à des pierres précieuses, de la malachite ou autre, où tout avait des angles hyper droits, hyper précis, qui rappelaient le diamant. Enfin, du coup, moi j'aime bien travailler avec des gens qui ont des idées précises de ce qu'ils veulent, parce que ça nous permet vraiment, du coup, de notre côté, d'être hyper créatifs et de développer des nouvelles matières, des couleurs, etc. Qu'est-ce que tu rêverais de faire? Franchement, on a eu la chance, vraiment, il y avait plein de choses que je voulais faire, qu'on a eu la chance de faire. Un de mes rêves, c'était de faire un lieu public, et on a fait la librairie du musée d'art moderne. Et ça, pour le coup, c'était hyper cool, parce que dans notre métier, souvent, tu fais des lieux qui sont pas forcément accessibles à tous, que ce soit un restaurant qui va être super cher, ou un appartement, certes magnifique, mais du coup, il y a que les personnes qui vont habiter dedans qui vont pouvoir le visiter. Donc, du coup, de faire des lieux publics type la librairie du musée d'art moderne, c'était très très cool. C'est pas tout à fait, c'est en cours, mais un de mes rêves, c'était de faire un hôtel, et on a la chance de travailler sur un hôtel en ce moment. Mais après, j'ai pas forcément de rêve. Moi, ce que je veux, c'est juste qu'on continue à rester créa, à faire des projets créatifs, de développer la collection de mobilier parce que moi, c'est ça qui me passionne, et de travailler avec des maisons d'art toujours plus folles les unes que les autres, que ça soit Prel ou Passementerie Verrier avec lesquels on a collaboré récemment. Moi, c'est un des éléments qui me passionne le plus aujourd'hui. Est-ce que tout ça, pour toi, c'est assez facile ou il y a beaucoup de travail derrière? Ça c'est une bonne question. Non, il y a un travail de malade. Franchement, dans notre métier, je trouve qu'il y a 10% de choses excitantes et hyper cool qui se passent, et le reste, c'est que du travail. Mais du travail pas forcément très agréable. En fait, ce qui est difficile avec notre métier, c'est que c'est 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, parce que si tu as un problème sur un chantier, il peut arriver à tout moment, déjà. Et vu que c'est un métier de service, on a nos clients, mais on a aussi les entreprises avec lesquelles on travaille. Et aujourd'hui, le monde du bâtiment, je trouve qu'il est très difficile. On est en plein milieu d'une crise, donc tous les matériaux ont énormément augmenté les prix. Et je trouve que dans le métier du bâtiment, il y a de moins en moins d'artisans du côté du bâtiment qui ont envie de faire des choses pas novatrices, mais différentes. Et ça, du coup, c'est difficile parce qu'autant les artisans, quand tu fais du mobilier, des murs ou des choses comme ça, c'est très facile à trouver des artisans qui vont être motivés. Par contre, de trouver une personne qui va faire du staff ou de l'électricité, de la plomberie d'une autre façon, entre guillemets, là, ça devient beaucoup plus difficile. Qu'est-ce qui est le plus difficile, justement, dans tout ton quotidien? Franchement, que t'aimes le moins dans ton métier? Je dirais pas la partie suivi de chantier, c'est-à-dire entre la partie conception que tu fais et la réalisation. C'est assez. Là, par exemple, je prends comme exemple Forest Marseille. C'est un projet du coup qui a duré 1 an, où nous on y va une fois toutes les 2 semaines, mais on a dessiné énormément de choses, donc on a
un panel de documents dédiés aux artisans et aux entreprises générales énorme. Et malgré ça, il y a eu énormément de défauts ou de choses qui ont été mal faites. Et du coup, ça, pour nous, c'est hyper frustrant parce qu'on se casse la tête à dessiner des choses en 2D, en 3D, avec des visuels hyper compréhensibles, etc. Et derrière, il y a quand même énormément d'erreurs qui sont faites ou des non-respects, entre guillemets, de nos dessins. Et c'est là où ça devient hyper frustrant parce que on se déplace une fois toutes les 2 semaines, tu arrives au bout de 2 semaines et en fait, ça n'a pas du tout été fait de la façon dont tu avais spécifiquement demandé que ça soit fait. Et du coup, là, ça devient trop frustrant parce que tu cherches des solutions et il y a énormément de compromis. Donc ça, c'est difficile. On parlait tout à l'heure de ton univers qui était assez fort. Est-ce qu'on a l'impression que tu oses tout? Est-ce que vraiment tout est possible pour toi? Ah, complètement, à 100%. Je trouve que moi, si on le faisait pas, je m'ennuierais vraiment dans mon métier. Et c'est ça que je trouve qui est cool dans le métier d'archi, c'est que, par exemple, si demain on a envie de développer des nouvelles matières pour une collection de mobilier ou autre, c'est pas comme la mode, que ça marche ou ça marche pas. T'auras fait une pièce, t'auras pas lancé une collection. Donc je trouve que de pas oser, c'est vraiment dommage. Et moi, c'est un truc qu'on fait tout le temps. Et après, il y a plein de projets qui sont bien ou moins bien dans ce qu'on a fait. Mais ce qui est sûr, c'est qu'on a osé. Et c'est là, du coup, où je me dis que même si, au final, le projet me plaît pas forcément, je sais qu'on a osé et qu'on a eu une proposition qui était différente de celle des autres. Et tu te mets des limites parfois? Quelles sont quel type de limites? Des limites budgétaires, malheureusement. Ça, c'est ce qui revient le plus, c'est de ne pas avoir de budget dans un projet. Mais sinon, non, on ne se met pas vraiment de limites. Et là, alors on est dans tes bureaux, mais ce ne sont pas tes bureaux, c'est le château Uchronia. Est-ce que tu peux nous en parler? Bien sûr. Du coup, pour moi, c'était très dur de trouver un lieu qui colle à l'agence. Nous, on est dans le 18e, du coup, à côté de Jules Geoffrin, rue du Poteau. C'est aussi là où j'habite. Le 18e, c'est un quartier que j'affectionne beaucoup parce que quand j'ai emménagé à Paris il y a 3 ans, juste avant le Covid, je voulais vraiment un quartier. Enfin, je sais pas, j'avais cette image de Montmartre où tu avais énormément d'artisans, d'artistes qui vivaient dans ce quartier-là et pas dans d'autres de Paris. Et il s'est avéré que c'est vrai. Il y a 2-3 artisans avec lesquels on bosse qui sont vraiment dans notre quartier. Du coup, c'est hyper facile de bosser avec eux parce que tu peux aller les voir hyper régulièrement. Donc, on travaille beaucoup le bois dans ce quartier. Donc, c'est hyper cool d'avoir des artisans dans notre quartier. Et le château, on a un petit immeuble, une espèce de maison sur 5 étages, avec du coup un grand escalier et des pièces de plus ou moins grande taille. Et en fait, je trouvais ça cool de l'appeler Château Uchronia parce que de un, ça rappelait un château. Et surtout, pour moi, c'était un lieu à part entière que je voulais vachement mettre en avant parce que au rez-de-chaussée, on a une partie showroom qui la évite parce qu'on est en pleine exposition. Mais du coup, on peut mettre en avant toute notre collection de mobilier ou aussi d'autres personnes avec lesquelles on travaille. Donc ça, je trouvais ça cool aussi que d'autres personnes puissent intervenir dans l'espace. Après, on a une cuisine qui est assez grande. Vu que nous, on fait beaucoup de restos, ça nous permet d'accueillir les gens avec lesquels on bosse. Au sous-sol, on a notre stockage. On a une terrasse qui est très mignonne. Là, dans la pièce dans laquelle on est, c'est la partie salle de réunion matériothèque, où du coup, on a tous les matériaux avec lesquels on bosse. Et ce qui permet... C'est impressionnant. Ah ouais, j'en vois pas souvent, okay. Autant. Ce que j'aime bien, en fait, c'est que nos clients, du coup, quand ils viennent, direct, ils sont attirés par telle ou telle matière. Et du coup, ça fait qu'en plein milieu de réunion, ça nous arrive tout le temps. Ça met en avant votre savoir-faire, oui. Je trouve. Excuse-moi, je t'ai coupé. Complètement. Et tu vas avoir... par exemple, tu vas venir et tu vas nous dire voilà, j'aimerais faire mon appartement, on va te montrer des plans, etc. Et au final, tu vas te déconcentrer, tu vas regarder une matière que tu vas adorer et on va pouvoir en parler et potentiellement la mettre chez toi. Et du coup, c'est ça que j'aimais bien, c'était cette promiscuité entre les deux et surtout que la personne qui vienne au bureau puisse se passionner par telle ou telle matière et du coup qu'on puisse l'utiliser avec la personne dans les projets. Et après, du coup, là, on est au 2e étage et après, au-dessus, c'est nos bureaux. Et ce qui est marrant, du coup, c'est que c'était un bureau qui était classique des années 60-70 avec un plafond technique, un carrelage, une moquette bleue pas très glamour. Et moi, du coup, je t'avoue que j'avais vu le potentiel quand même assez rapidement. Mais du coup, j'aime bien le décalage entre notre mobilier hyper moderne et hyper coloré et le côté hyper vintage et rétro du reste du bureau. Et surtout, je trouve qu'on se prend pas trop la tête dans le bureau, dans le sens où t'as pas du marbre ou des matières hyper précieuses partout.
On a une jolie façade, du coup, qui est marrante, où il y a écrit Château Ulconia multicolore, où les gens ils pensent qu'on est une association LGBT. Et du coup, Les voilà. gens sonnent ou pas pour Ouais. se demander ce que vous faites ou est-ce que c'est vrai Alors, qu'elle oui, est beaucoup, colorée la façade? beaucoup. Hier soir, quand j'essaye de préparer une interview, j'essaye de pas lire du tout d'interviews qui ont été Ouais. que tu aurais pu déjà faire. Mais quand même, hier soir, en me couchant, j'ai été regarder 2-3 trucs qui étaient sortis. Et il y a une phrase, c'est marrant, tu as dit « Je suis obsédée par la vague ». Bon, c'est Ouais. sorti de son contexte, hein, Ouais. mais est-ce que tu peux nous commenter Bah ça? oui, carrément. Du coup, notre collection, elle s'appelle Uchronia Wave, notre collection de mobilier. C'est vrai qu'on travaille beaucoup les formes courbes et arrondies. La vague, c'est un grand mot. Mais si on parle de signature, c'est vrai que les formes arrondies sont les formes qu'on utilise le plus dans chacun de nos projets. Du coup, elles sont toutes inspirées de la vague. Et comment l'expliquer, je ne saurais pas trop. Mais c'est vrai que dans notre mobilier et dans les projets qu'on fait, les formes courbes qui sont, même si elles sont plus difficiles à faire que les formes droites, je trouve qu'une forme courbe, déjà, ça attire l'œil. C'est chaleureux, agréable. Et par exemple, dans le mobilier, je trouve que c'est beaucoup plus convivial d'être autour d'une forme courbe, donc même une table ronde par exemple, qu'une table carrée ou rectangulaire. Et du coup, dans cette idée de partage et de convivialité, on travaille énormément ces formes courbes. Que ça soit du coup des poignées de porte qu'on va mettre dans une cuisine ou des banquettes, c'est une forme qu'on utilise très régulièrement à l'agence pour sa convivialité, je trouve. Et aussi, en fait, je trouve qu'un angle, c'est difficile. Enfin, c'est pas difficile, mais les formes anguleuses, je trouve que c'est beaucoup plus difficile que les formes rondes, parce que c'est moins agréable, quoi. Plus brut, Ouais, moins doux. exactement. Et je trouve qu'on a besoin de douceur dans ce monde. Donc, du coup, je sais pas, je trouve que à l'œil et à utiliser tous les jours, c'est beaucoup plus agréable. Et une des formes qu'on fait le plus, c'est la peanut, la cacahuète. Et par exemple, en table, on a réalisé que de faire une table en forme de cacahuète plutôt que de faire une table carrée, c'est beaucoup plus agréable pour discuter avec les gens. En mobilier, on a développé notre fauteuil Sunny, qui est un fauteuil confident hyper classique. Et encore une fois, lui, il a une forme courbe de vague. Et je trouve que le confident, la façon dont on s'assoit autour d'un confident, c'est juste hyper agréable parce que du coup, tu es face à la personne sans vraiment l'être. Et du coup, voilà, ça fait partie des choses que j'aime bien développer parce que je trouve que c'est des formes ou des usages qui sont différents. Qu'est-ce qui t'inspire dans la vie, toi? Qu'est-ce qui te nourrit, Franchement, cette créativité avant le Covid, débordante? je vais dire le voyage. Les voyages en règle générale. Le monde de l'art aussi, beaucoup. Mais c'est vrai que les voyages, moi, j'ai beaucoup voyagé. Je trouve que, bon, avant le Covid, c'est beaucoup plus facile, mais le voyage, c'est ce qui m'a le plus aidé de façon créative, quoi. De quoi alors, justement? De rencontres. Par exemple, j'ai fait un voyage pendant le Covid à Lanzarote, qui est une île incroyable, qui a été fait en partie par Cézanne Manrique, l'architecte. Et c'est un lieu qui m'a complètement inspiré parce que du coup, c'est une terre volcanique hyper noire, hyper dure. Et alors que les espèces de César Manrique sont hyper courbes, extrêmement agréables. Et du coup, ça, c'est un de mes derniers voyages que j'ai fait où du coup c'était un vrai voyage hyper inspirant et du coup on a sorti 2 ou 3 lieux. Toi en tant que personne, vu que si tu ne me connais pas, tu saurais pas que on est inspiré par ces lieux-là, mais nous du coup il y a plein de codes et d'éléments qu'on a récupérés de ce voyage et qu'on a utilisés dans notre architecture. Et est-ce qu'il y a des personnalités qui t'inspirent? Beaucoup. Je pense à toujours un peu la même personne, mais Gaetano Pesce, du coup, qui est un artiste italien qui vit aux États-Unis, qui est un des pionniers pour l'utilisation de la résine, qui a aujourd'hui 85 ans, qui très récemment a fait tout le défilé d'une marque qui s'appelle Bottega Veneta, qui était assez extraordinaire, où il avait fait le mobilier, le sol, énormément d'éléments. Ce que j'aime bien chez lui, c'est que déjà, il touche à tout. Donc que ça soit la micro-architecture, le mobilier, jusqu'à un projet complet de maison ou autre. Et surtout, je trouve ça incroyable qu'à 85 ans, il travaille toujours et qu'il soit autant passionné. Quand on entend des interviews ou autres de lui, tu sens que le mec, il est toujours aussi passionné et que même s'il a 85 ans, il respire la jeunesse. Tu fais quoi pour te détendre le soir, le week-end? Est-ce que tu arrives à te détendre? Oui, je fais un peu de sport. Mais après, je suis à une période de ma vie où j'aime beaucoup travailler. Je trouve que... je sais pas si ça va continuer, mais pour l'instant,
Enfin, là, par exemple, je viens de finir mon appartement il y a quelques semaines et du coup, j'ai plus de temps que précédemment. Mais c'est vrai que je me lance toujours des nouveaux projets. Donc, par exemple, le mobilier de base, c'était un projet à côté parce qu'on ne gagnait pas forcément d'argent en faisant du mobilier. Et du coup, c'est vrai que ce que je trouve la chance qu'on a dans notre métier, c'est que vu que c'est un métier créatif, j'ai pas forcément tout le temps l'impression de travailler. Du coup, ce qui fait que tu continues tout le temps à travailler. Là, notre nouveau projet avec mon mari, c'est de faire les rideaux de notre appartement, parce qu'on n'arrivait pas à les faire faire par quelqu'un. Et donc, du coup, voilà, en ce moment, on est en train de finir les rideaux de notre appart. Il ressemble à quoi ton appartement ? Mon appartement, il est très coloré. Où est-ce que t'apportes la couleur, par exemple ? Ce qui est marrant, mais je peux te le montrer après, c'est que mon appartement, il n'y a pas il y a pas de blanc dans mon appart, mais quand les gens viennent, ils n'ont pas l'impression que c'est too much. C'est-à-dire que chaque mur a une couleur différente. Le Chaque sol mur aussi. ou chaque pièce ? Chaque mur. Mais c'est pas pour autant intense ou too much. Enfin, des retours que j'ai eu des gens qui sont venus. Et surtout, pour le coup, ça a été un peu un melting pot de savoir-faire. C'est-à-dire que tous les gens avec lesquels on bossait, on les a fait travailler dessus. Donc on a un sol en résine qui est assez marrant, génial, qui est inspiré du café Uchronia qu'on avait fait au salon Maison et Objets, mais qui lui était en moquette recyclée. Tous les murs sont en lac ou en résine. T'as une grande partie de notre collection de mobilier forcément. Après, on a pas mal d'objets chinés, des rideaux assez impressionnants, notamment un qu'on a fait avec la manufacture Prel et la maison Jouffre qu'on avait présenté au mois de septembre. Et du coup, voilà, ça a été un projet qui aura duré un peu plus d'un an, mais voilà, qui est un manifeste du travail qu'on fait, mais aussi du travail des artisans avec lesquels on bosse. Et vu que c'est juste à côté du château, c'est très pratique parce que pour le coup, c'est un vrai showroom, c'est un vrai endroit qu'on peut montrer aux gens avec lesquels on bosse, de montrer des finitions ou autres à des potentiels clients. Il y a quoi sur ta table de chevet ? Très bonne question. J'ai mon chargeur de téléphone. Qu'est-ce que j'ai sur ma table de chevet ? J'ai mon chargeur de téléphone, une lampe que j'aime beaucoup. Après, j'en ai 3. J'ai ces 3 petites tables de chevet. Je dois avoir un livre. Là, en ce moment, j'ai World of Interior de février, je dirais. J'ai mon collier que je mets tous les jours. Et je pense que c'est tout. J'ai pas de... Ça me manque, mais j'ai pas de tiroir. Tu te couches tôt ? Ouais. Je me couche à 23h30 maximum. J'ai besoin de mes 8 heures de sommeil. Où est-ce que tu préfères être sur Terre ? Parce que normalement, je demande dans l'appart, chez toi, quel est ton endroit préféré ? Puis en fait, c'est un peu trop... Alors, chez moi, mon appartement, il est génial, mais il y a un seul endroit où je suis dans mon appartement et où tu peux me retrouver, c'est dans la continuité du salon. On a fait une pièce qui est intégralement orange, donc un monochrome orange, qui a une hauteur sous plafond assez incroyable et où tu as un énorme lit qui est utilisé comme un canapé. Et c'est l'endroit où je travaille, je mange, parfois je fais une sieste, enfin, où je travaille, où je fais tout dans mon appartement. Et après, au monde, très bonne question. Il y a un endroit que j'aime particulièrement, c'est l'île de Pantelleria en Sicile, où je vais tous les ans. Pourquoi elle te parce plaît ? que c'est encore une fois, c'est une île volcanique. J'adore les îles volcaniques. Il n'y a pas de plage, mais qui est très brute, mais où les paysages sont juste extraordinaires. Parce que tu as un lac en plein milieu de l'île. L'île est assez petite et tu as un lac en plein milieu de l'île. Et quand tu es dans le lac, du coup, tu as une vue sur le lac et sur la mer qui est assez incroyable. C'est un spa naturel. Du coup, tu as des saunas dans des grottes. Enfin, tu as des jacuzzis naturels dans la mer. Enfin, c'est un endroit extrêmement particulier, assez incroyable, dans lequel je vais tous les ans et que j'apprécie beaucoup. Donc là, si tu me demandes un endroit dans lequel j'aimerais être, quand je suis un peu malade, j'aimerais bien être là-bas. J'ai oublié de te demander tout à l'heure quel est ton rapport à Instagram. J'aime bien cette question. Oui, je comprends. Instagram, j'utilise beaucoup pour le travail, pour poster. Donc on essaye d'avoir une ligne éditoriale assez nette. Donc on a le même photographe pour tous nos projets, Félix Dalmayo, qui n'est pas un photographe d'architecture, qui est un photographe de mode, avec lequel j'aime beaucoup travailler. Donc on met que nos photos et que nos projets. On fait beaucoup d'animations 3D, ça me passionne assez. On en fait un peu moins maintenant pour mettre en avant nos projets. C'est-à-dire qu'au moment de la création du projet, on va développer un langage architectural en 3D qu'on va utiliser dans des animations. Donc on fait ça et on essaye du coup de mettre que nos projets en avant, de raconter aussi un peu
le storytelling, donc du coup l'histoire derrière un projet. On met beaucoup en avant aussi les artisans avec lesquels on bosse. Et toi, tu surfes beaucoup? Ben, honnêtement, est-ce que tu regardes ce que font les autres de là? moins en moins malheureusement. Donc c'est plus maintenant dédié à Uchronia, du coup au travail qu'on fait. Donc tu vas avoir toute la partie repostée quand tu as des articles, des choses comme ça, mettre des jolies images. Mais non, je trouve qu'on trouve de moins en moins de choses. J'ai un onglet artisan, tu sais, de photos que j'enregistre. Et j'ai réalisé un truc, en fait, c'est que j'en enregistre tout le temps, mais je les regarde jamais. Et donc, du coup, je me dis à quoi ça sert, mais bon, je le fais quand même. Et après, j'utilise vachement Instagram aussi pour découvrir des lieux. Donc, c'est-à-dire que je vais, là, par exemple, je prépare un gros voyage en Tunisie au mois d'avril. Et donc, du coup, on va, par exemple, dans une partie du désert qui s'appelle Tozeur. Et grâce à la localisation sur Instagram, tu peux trouver une tonne de choses, que ça soit un hôtel cool, un bon resto, un endroit auquel tu n'aurais pas pensé. Je trouve que c'est un peu un Lonely Planet version image beaucoup plus facile. Donc ça, j'utilise beaucoup pour aller dans des endroits cool, découvrir des nouveaux restos, des choses comme ça, oui. Après, pour me nourrir d'inspiration, non. Non. Dernière question rituelle, si tu fais un dîner avec 6 personnalités, qui seraient tes invités? Des personnalités, qu'elles soient vivantes ou pas, connues ou pas. Pour commencer, j'inviterai Gaetano Pesce, du coup l'artiste dont j'ai parlé précédemment, parce que j'ai jamais eu l'occasion de le rencontrer. Un autre artiste que j'aime vraiment énormément, c'est Edoardo Paolozzi, du coup qui est un artiste qui faisait beaucoup de peinture et de maquettes, qui est un peu archi aussi, qui est décédé aujourd'hui, mais qui me passionne. Son travail, je trouve juste extraordinaire. Après, dans les gens vivants, moi j'ai une passion, mais comme beaucoup de gens, pour Céline Dion, et j'adorerais la rencontrer. Et je pense que c'est ce genre de personnalité assez incroyable dans un dîner. Donald Judd aussi, qui est un artiste qui est décédé, mais de ses écrits et de son travail, je pense que c'est une personne hyper passionnante et avec lequel j'aimerais beaucoup échanger. Stark aussi, que j'ai pas eu la chance de rencontrer. Bon, après, je connais des gens qui l'ont rencontré, donc du coup, j'ai l'impression de le connaître un peu. Mais pour moi, Stark, c'est le premier architecte designer qui a réussi à tout faire dans un seul métier. Et il y en a pas beaucoup qui ont réussi à faire ça. Et pour le coup, qu'on aime ou qu'on n'aime pas son style, on connaît tous son travail, que ce soit ses pièces iconiques des années 80 de design, ses hôtels ou ses autres lieux. Et je trouve que c'est cette personnalité assez extraordinaire, parce qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui arrivent à faire autant aujourd'hui et de faire des choses qui soient toujours actuelles. Enfin, il continue toujours à travailler. Et par rapport à ce que nous on fait, je trouve que c'est vraiment, pour le coup, Stark, c'est la seule personnalité aujourd'hui vers laquelle je me rapproche le plus et je me dis, ah waouh, lui, ce qu'il a fait, c'est assez incroyable. Et j'aimerais bien réaliser autant de choses qu'il a faites, toujours en respectant son goût à lui. Et enfin, dernière personne, mais que j'avoue complètement, Kim Kardashian. Kim Kardashian, idole, parce que elle est comme elle est, mais je trouve que son côté entrepreneurial et hyper actif me passionne. Je suis un peu aussi hyper actif et je trouve que tout ce qu'elle fait, c'est incroyable. Enfin, tout ce qu'elle touche, que ça soit la mode ou autre, je la trouve juste géniale. Et je pense que de la rencontrer, ça doit être assez impressionnant d'avoir une personnalité qui fait autant de choses. Et en fait, dans tous les gens que j'ai invités à ce dîner, c'est tous des gens qui font beaucoup de choses. Et j'avoue que j'aime bien être avec des gens, en règle générale, et qui assument beaucoup et qui aussi. assument ce qu'ils font, tout à fait. Parce que Kim Kardashian, mine de rien, on peut pas lui retirer qu'elle assume tout ce qu'elle fait. À 100%. Et c'est vrai que ce point-là que tu viens de dire, il est hyper important. Moi, derrière, j'assume complètement notre univers. Et ce que j'aime, quand on nous critique, c'est qu'on aime ou qu'on n'aime pas, en tout cas, il y a un impact sur la personne. Et je trouve que dans notre métier, c'est ça le plus important. C'est-à-dire que de provoquer une réaction, je trouve que si on arrive dans un endroit et qu'on voit pas la signature de la personne, ou que c'est un endroit lambda auquel on va même pas se poser la question, je trouve que l'architecte n'a pas forcément fait son travail. Alors que qu'on arrive dans un endroit, je sais pas, dans un vieux bistrot qui n'a pas bougé depuis les années 70, où tu as toujours la même mosaïque, le vieux bar, etc., moi je trouve que c'est incroyable en fait. Et j'aime bien provoquer des réactions quand on fait des lieux. Et tu as déjà des critiques qui te sont remontées aux oreilles, tu parles de ça? Plein de fois, bien sûr. Que t'entends? Que j'entends, oui, ou qu'on va me raconter, oui, complètement. Après, moi, je trouve je vis pour les critiques aussi, ça me dérange absolument pas, mais vraiment absolument pas. Et même quand on finit un projet, j'aime bien avoir le retour des clients.
Et oui, il y a des gens qui nous disent que c'est trop coloré, que c'est un vomi de couleur ce qu'on fait, ou autre. Je l'entends très régulièrement et ça me dérange absolument pas. Justement, je trouve que c'est ça qui fait avancer. Et du coup, par exemple, quand on a fini mon appart et que tous les gens qui sont venus m'ont dit « Oh là là, même si c'est très coloré, que t'as pas un mur blanc ou un élément blanc, et on respire, on s'y sent bien. » Pour moi, c'est le meilleur compliment qu'on puisse me donner, quoi. Bon, j'ai terminé. Merci beaucoup, Merci Julien. beaucoup à toi. Trop sympa, c'était trop sympa d'échanger. Merci beaucoup pour toutes ces infos. Merci. Au revoir. Au revoir. Décodeur, c'est terminé pour aujourd'hui. Merci beaucoup d'avoir écouté en entier. Si vous avez aimé cette émission, n'oubliez surtout pas de vous abonner au podcast pour ne pas rater les prochains épisodes. Bien sûr, vous pouvez aussi la partager en l'envoyant à vos proches ou en story Insta. D'ailleurs, vous pouvez me retrouver sur le compte Décodeur où je poste quasiment tous les jours. Et si jamais vous écoutez cette émission sur Apple Podcast et que vous avez 20 secondes, n'hésitez pas à laisser un commentaire. C'est juste sous la liste des épisodes. C'est comme partout, plus j'ai d'avis et d'étoiles, plus le podcast se détache et se fait connaître. Voilà, merci beaucoup et à très bientôt alors, ici ou ailleurs.